On voit ma présentation en salle, à distance. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? C'est bon? Vous la voyez, vous ici? C'est bon? Je vous présente les intervenantes et intervenants de ce soir. D'abord, il y a M. Éric Anger, directeur gestion des eaux et des immeubles ici. Robert Dufresne, chef de service développement et redéveloppement et programme pour la ville de Trois-Rivières à ses côtés. Et Mme Elisabeth Casey, qui est coordonnatrice programme patrimoine, architecture et redéveloppement. Euh, Ce soir, donc, c'est Mme Kessé qui va faire la présentation. Essentiellement, il va y avoir une petite mise en contexte du projet de politique. On va faire un résumé du portrait de l'architecture trifluvienne. Il va y avoir ensuite une présentation des orientations et des objectifs là, qui sont proposés dans le cadre de la politique, ainsi que le plan d'action 0,5 ans là, proposé dans le cadre de la politique. S'en suivra une période d'échange et de questions par la suite, donc, à laquelle vous pourrez participer, bien évidemment. Sur ce, je cède la parole à Mme Casey, coordonnatrice programme patrimoine, architecture et redéveloppement, afin qu'elle puisse faire la mise en contexte du projet. Donc, Elisabeth, à toi. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Donc, on vous présente ce soir là, du moins la première mouture, si on veut, de notre politique d'architecture durable, qui est la première édition. Là, on n'en a pas encore à la ville. Donc, ça se veut un atelier de consultation. Donc, vous allez le voir là, au cours de la présentation qu'on a déjà fait quelques étapes de consultation, mais ce soir, là, c'est pour continuer dans ce processus-là. On a essayé d'élaborer des objectifs puis des actions, mais on veut quand même prendre le pouls de la population et de tout autre intervenant là, qui voudrait y participer au cas où on aurait pu oublier ou des trucs qui n'auraient pas été pris en compte. Donc, on est ouvert. Vraiment, ce soir, là, c'est pour prendre vos commentaires. Puis, on va retravailler les orientations et l'action et la politique finalement à ce soir. Donc, dans le fond, le contexte d'élaboration de la politique s'inscrit dans plusieurs axes, là, mais entre autres, dans le contexte de politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. C'est un processus là, qui date de quelques années déjà, puis la vision stratégique est sortie dernièrement, là, en fait, au printemps passé déjà. Euh, donc, elle vise vraiment à donner les lignes directrices là, en matière d'architecture puis d'aménagement pour créer des milieux de vie plus simples, plus durables, puis à échelle humaine et qui seraient inclusifs. Donc, c'est dans ces mêmes objectifs-là, finalement, que s'inscrit notre politique à Trois-Rivières. Puis, c'est également là, rattaché à notre vision stratégique 2030, qui, une des orientations là, était de privilégier la construction rénovation, ça l'inclut également, là, de bâtiments durables et esthétiques. Donc, il y a plusieurs autres politiques qu'on a à la ville là, qui vient rattacher là, ces objectifs-là, puis ce c'est ce souhait-là, finalement. Donc, rapidement, qu'est-ce que l'architecture durable? Donc, ça l'englobe quand même un thème assez large. Donc, c'est la conception ou la construction qui assure la sécurité et le confort des usagers, qui génère un impact environnemental limité, dont les coûts d'exploitation sont raisonnables, puis tout ça de manière à évoluer dans le temps pour répondre aux besoins futurs de la population trifluvienne. Donc, comme vous en doutez, là, l'architecture est partout dans notre vie, dans nos rues, dans nos quartiers. Donc, elle a le pouvoir d'impacter sur la qualité de vie de nos citoyens de Trois-Rivières, puis sur le développement durable de notre ville. Donc, pourquoi une politique? Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas faire fi là, du sujet des changements climatiques quand on parle du thème de durabilité. Donc, les bâtiments, ben, ça, c'est des statistiques là, plus à l'échelle du Québec, mais les bâtiments produisent environ 38 des GES là, émis, tout- toute infrastructure, incluant le transport et tout ça. Donc, c'est quand même non négligeable. Il y a aussi la notion de déchets d'enfouissement. Donc, il y a 35 des déchets qui proviennent des activités de construction, de démolition. Puis, même chose pour la consommation d'eau. Donc, 80 de la consommation d'eau se fait autour et à l'intérieur des bâtiments. Donc, il y a quand même un pouvoir d'impacter à ce niveau-là. Sinon, au niveau du vieillissement des infrastructures,
La ville de Trois-Rivières est une ville, assez, âgée, mais quand même qui a vécu un boom de développement au milieu des années 1900 jusqu'au fin 1900. Donc, on se retrouve là dans une période où les bâtiments atteignent, entre 25 et 50 ans. Donc, c'est là qu'il y a de l'entretien majeur puis des travaux importants qui sont à prévoir. Donc, on a un pouvoir, d'impacter là aussi. Ensuite, hem le vieillissement de la population, on entend un peu parler, dans toutes les villes, là, on a cet enjeu, mais à Trois-Rivières, on n'en fait pas exception. Donc en 2030, il y aura 32 de la population qui aura 65 ans et plus. Donc heu, évidemment que nos infrastructures devront s'adapter à cette nouvelle, ben, pas cette nouvelle, mais à cette clientèle là qui est changeante. Ensuite, préservation du patrimoine bâti. Donc, la ville se développe rapidement. Le nombre de terrains vacants est de plus en plus restreint. Donc, il y a une pression qui est mise sur les milieux déjà construits, les premiers quartiers. Donc, il y a des démolitions qui sont à prévoir là, dans ces secteurs-là, également reliés à la question de valeur foncière là, qui est en augmentation. Puis, il y a finalement là, on a ressorti les principaux enjeux, là. C'est sûr qu'il y en a plusieurs autres, là. Mais finalement, on termine avec les îlots de chaleur. Donc, on comprend on voit la carte de la ville, là, qui en rouge, c'est vraiment une corrélation entre les premiers quartiers, qui sont victimes de plus grands îlots de chaleur. Mais également à ça sont reliés, ben, on voit la carte de vulnérabilité, donc les populations, dans le besoin ou qui ont moins de ressources. Donc, il y a une corrélation là, à faire à ce niveau-là. Donc, pourquoi la politique? Dont les objectifs attendus, c'est d'abord, ben, on ne peut pas faire fi, diminuer l'empreinte écologique des différents projets d'architecture et d'aménagement. Ensuite, générer et léguer des milieux de vie de qualité, durables et inclusifs. Ensuite, améliorer le bien-être et le confort des citoyens et usagers, là. Pérenniser nos investissements en misant sur la qualité à long terme. Puis finalement, se positionner et devenir un leader québécois en matière de qualité et de durabilité architecturale. Donc, au cours là, de la grande démarche là, d'élaboration de la politique, on a pu faire un portrait. Là, ben, là, je vous en fais un résumé. Là, c'est sûr que c'est synthétisé, mais ça va vous donner une idée. D'abord, on peut commencer avec le parc immobilier municipal. Donc, on a un parc immobilier d'au-dessus de 400 millions. Donc, on a un grand parc immobilier. Donc, l'IVP global est de 13. Donc, c'est quand même acceptable, mais on considère qu'il y a quand même une gestion d'actifs qui est non négligeable. Donc, effectivement, qu'il y a 80 des budgets annuels qui sont associés au maintien de nos bâtiments municipaux, puis seulement 20. Puis là, ça va peut-être changer un petit peu là, dans les prochaines années, mais pour le développement, là, les nouvelles constructions. Donc, on a un pouvoir d'impacter sur ce qu'on maintient déjà. Là, c'est global, là. Pour le chauffage, ben, on a quand même, des efforts qui sont faits au niveau des chauffages des bâtiments. Il en reste seulement 2 qui sont chauffés, là, au mazout. Donc, ça, c'était bien de le mentionner. Puis sinon, il y avait en 2019 une étude qui avait été faite par rapport aux GES municipaux. Donc, on est un petit peu en dessous de la moyenne, là, mais 32 des GES de la ville qui sont émis, par les bâtiments. Donc, ça provient principalement, là, du chauffage, là, sans grande surprise. Ensuite, ben, l'évolution là, du développement résidentiel. On ne peut pas faire fi du résidentiel parce que c'est une grande partie du parc trifluvien. Mais dans le fond, c'est pour comprendre un peu comment nos modes de vie, notre mode d'habiter a influencé sur la conception des villes, là, finalement, ben, des quartiers ou des terrains. Donc, c'est sûr que au début là, de la fondation de la ville, il y avait peu de voitures. Donc, les bâtiments étaient près de la rue, il y avait des bâtiments assez denses, le quartier ouvrier, tout ça, peu d'espace pour l'automobile. On était près des services, donc tout pouvait se faire à pied ou presque, là. Donc, ensuite, on a vu apparaître au début des années 1900, après la guerre, après la période d'après-guerre. Donc là, on va apparaître un peu plus les maisons, unifamiliales isolées.
Donc, les gens ont leur propre terrain ou en tout cas, on va apparaître les quartiers comme Sainte-Marguerite, là, les duplex, les triplex. Donc, encore un peu plus d'espace pour la voiture, mais quand même plus limité. Puis, il y avait beaucoup un souci là, d'intégrer la végétation dans les secteurs. Puis aujourd'hui, ben, on voit quand même que la présence de la voiture est plus importante. Donc, on voit quand même aussi apparaître des nouvelles typologies, ben, l'unifamilial, le jumelé, mais tranquillement, il y a quand même une densité plus importante qui se développe par endroits, mais pas nécessairement là, située à proximité des services ou autres. Puis, il y a aussi, on le voit quand même que les quartiers sont peu végétalisés. Puis, c'est souvent des quartiers là, mono-usage, donc seulement résidentiels. Donc, bon, ici, c'est juste une petite carte pour montrer là, les densités sur le territoire de la ville. Donc, sans grande surprise, les secteurs les plus denses sont dans les premiers quartiers, mais on voit quand même les petites taches rouges éparpillées, comme c'est où qu'il y a des densités plus fortes, mais c'est ça, pas nécessairement positionné là, à proximité des pôles de services et d'emploi. C'est correct, on peut changer. Et ensuite, au niveau du commercial, ben, c'est un peu la même logique qui s'installe, mais hem, on avait un traitement plus échelle humaine, donc les bâtiments sur rue, peu d'espace pour la voiture parce qu'il y en avait peu également. Ensuite, dans les années 60, on va apparaître là, les centres d'achat, donc les grands stationnements, mais c'est quand même des bâtiments très versatiles. Puis aujourd'hui, ben, on tente une espèce de mix entre tout ça. Donc, on dirait qu'il y a quand même un besoin de retrouver cette échelle humaine-là, ces petites rues commerciales, mais quand même avec le besoin de la voiture. Donc, on a quand même les types Power Center là, qui se développent. Mais on a aussi une évolution là, au niveau de la technicalité des bâtiments, là, comment c'est construit. Donc, c'est des bâtiments structurellement plus versatiles, mais aussi au niveau des capacités isolantes et tout ça, c'est plus performant quand même que qu'est-ce qu'on trouvait au début des années 1900. Même chose là au niveau du oh, je l'ai pas changé, industriel, le titre, désolée. Hem, donc on avait des industries là, à proximité des lieux de travail, des lieux d'habitat. Puis, c'était des grands terrains, on avait le choix là, à cette époque-là, donc on s'étalait. Années 60 également, c'est des terrains, on exploite à fond le terrain, donc il y a peu de végétal, autour de tout ça, des grands hangars, donc on n'est pas tellement en hauteur, on est plus en au sol. Puis aujourd'hui, ben, il y a quand même là, on voit l'effort d'intégrer un peu plus de zones végétalisées. On se situe plus proche des autoroutes que des lieux de vie finalement. Mais voilà, donc c'est ça. Donc on arrive à la partie des consultations. Donc depuis le début de la démarche, ça fait à peu près, 1 an. On a eu, plusieurs étapes. Bien, d'abord, il y a eu, un comité directeur là, qui a été créé avec, des intervenants du milieu, autant dans le privé que nous autres là, à même la ville. Hem, donc, une des premières grandes consultations, c'était le sondage grand public. Donc, on a eu 383 répondants. Ensuite, on a fait une consultation à l'automne dernier, de type table d'experts, là. Fait qu'on on avait, des architectes, des ingénieurs, on avait des entrepreneurs, différents organismes là, environnementaux ou, accessibilité universelle, donc c'était assez varié. Hem, Après, il y a eu des consultations à l'interne là, auprès de nos experts. Puis, on y arrive aujourd'hui à l'assemblée publique. Puis, vous aurez la chance, là, au cours du prochain mois, suite à la présentation, là, de nous faire part de vos commentaires par écrit là, jusqu'au 14 juin. Donc, je vais vous faire, je vous ai ressorti les faits saillants là, des différentes consultations. J'ai souvent mis en parallèle la consultation citoyenne versus la consultation d'experts. Donc, c'est sûr que l'architecture, c'est un domaine, très large là, qui peut toucher, les quartiers, mais ça peut aussi toucher,
la coupe de ton mur, le type d'isolant que tu vas y mettre. Donc, c'est un sujet très large. Puis, avant de se lancer dans nos orientations puis nos actions, on voulait connaître, mais avoir un peu plus d'avis sur quelle échelle intervenir. Donc, on ne pouvait pas faire fi là, au niveau de l'échelle de la planification des quartiers, donc au niveau de la consultation citoyenne. Les citoyens ont mentionné que la planification des quartiers, c'était prioritaire. Puis sinon, ben, quasiment à égalité, là, il fallait toucher autant le bâtiment privé que les bâtiments publics. Puis, au niveau de la consultation des experts, ce qui a ressorti énormément, c'est que on a beau faire le bâtiment le plus durable, s'il est dans le fond d'un rang, très loin des services et de tous les transports actifs et collectifs, ben il y a peu d'intérêt à le faire. Donc, la question de mobilité, transport actif, de la qualité d'un milieu de vie, puis la question d'îlot de chaleur. Donc, on était à une échelle plus large, là, a été mentionnée à de nombreuses reprises. Ensuite, on a posé la question, dans quelle mesure seriez-vous d'accord pour que la Ville de Trois-Rivières investisse davantage de fonds publics afin que ces bâtiments soient plus durables? Donc, sans grande surprise, quand même, les gens sont presque tous en accord avec cette affirmation. Donc, la Ville pouvait quand même dire, ben OK, on fait des gestes là, pour rendre plus durable notre parc immobilier. Hem, Ensuite, ben, on avait posé la question: «Pourquoi, souhaiteriez-vous avoir une habitation plus durable?» Donc les points qui ont ressorti, c'est, de réduire avoir des espaces intérieurs de plus grande qualité, donc plus de luminosité, des espaces ventilés naturellement. Il y a également la question de consommation d'énergie et d'eau, qui viennent aussi avec une économie de coût. Puis, avoir des milieux de vie qui peuvent évoluer et s'adapter en fonction des besoins. Donc, entre autres, là, en vieillissant dans sa maison, ben, si le bâtiment s'adapte là, à nos différents besoins, ben, c'était un plus. Donc, question des îlots de chaleur et de l'esthétisme était en dernier, mais quand même, il y avait des gens qui trouvaient ça important. Ensuite, on a aussi posé la question à nos experts. Donc, pour eux, les enjeux prioritaires, ben, je l'ai glissé un mot tantôt, mais la question du positionnement d'un projet, la question d'îlots de chaleur, puis du verdissement des milieux de vie, puis la création d'aménagements et de bâtiments accessibles était très importante. Puis au niveau du bâtiment, ben, il y avait la question de cycle de vie des matériaux, puis du bâtiment qui revenait constamment. Donc, va avec ça, là, la consommation d'énergie, des bâtiments. Ensuite, on a posé la question: quels sont les freins les plus importants, à avoir un bâtiment durable ou en tout cas transformer notre bâtiment pour qu'il soit plus durable? Donc les citoyens ont mentionné le coût des travaux. Suite à ça, les règlements puis les normes qui sont trop contraignantes, mais également le manque de connaissances. Puis ça se rapproche vraiment des résultats qu'on avait eus de nos experts. Donc pour eux, c'était un gros travail d'éducation puis de sensibilisation, qui était manquant. La question des coûts et des investissements, évidemment, puis le cadre réglementaire qui était des parfois limitatif. Donc on s'est posé la question: qu'est-ce qui pourrait vous encourager à réaliser des projets plus durables? Donc, encore une fois, ça se ressemble beaucoup là, mais c'est sûr que les incitatifs financiers, donc des programmes d'aide financière, ça a été soulevé à plusieurs reprises. De la promotion, faire des séances d'information, des guides et tout ça pour sensibiliser et éduquer les gens sur les bonnes pratiques. Puis adapter la réglementation, puis la gestion municipale et puis finalement, ça se rejoint un peu là, mais réparer et entretenir le cadre bâti existant, donc miser sur le cycle de vie des bâtiments plutôt que, tu sais, investir plus sur le long terme que sur le beau, pas cher et tout de suite. Donc, je pense que ça fait le tour pour le résumé de la consultation. Donc, on a essayé de rassembler tout ce qui avait été dit, toutes les préoccupations des gens pour les transformer en orientation. Donc, on arrive à 4 grandes orientations. On avait quelques
éléments à considérer, donc les nombreuses échelles d'intervention. Donc, on peut toucher à beaucoup de choses, mais c'est sûr que c'est une politique, fait que, il faut quand même s'en tenir aux principales préoccupations. Ensuite, c'est sûr que le budget puis les ressources sont limitées. La ville peut prôner par l'exemplarité, donc c'est pas négligeable. Hem, Comme c'est la première politique, on visait plus, une gradation là, des actions puis des cibles. Donc, là, c'est des actions qui sont basées sur le 0-5 ans, mais suite, mettons, au terme de la quatrième année, là, il y aura peut-être, un autre mouture, puis qui va être plus, un peu plus, exigeante ou en tout cas à voir là, mais plus, ambitieuse ou, en tout cas, ça c'est la première étape. Puis ça va y aller avec la technique des petits pas, donc on va y aller en gradation comme ça. Donc, la première orientation, qui est celle à la plus grande échelle, c'est tenir compte du contexte d'insertion des projets afin d'optimiser le développement à proximité des pôles d'emploi et de services. Donc, on a des sous-points là, viennent à préciser ces grandes orientations-là. Donc, d'abord, réfléchir la densité des nouveaux projets en fonction de leur localisation, leur desserte en commerce, en services et en transport actif et collectif. Donc, essayer de penser les projets les plus denses, bien, c'est sûr que si on les met à proximité de services, bien, on a plus de possibilités de créer des milieux de vie de qualité, d'encourager les déplacements actifs. Hem, Ensuite, favoriser l'insertion harmonieuse des projets de densification selon les caractéristiques du milieu d'insertion. Donc oui, on veut densifier, mais pas à n'importe quel prix. On doit étudier le contexte puis prendre en considération ce qui se trouve autour. Ensuite, optimiser les milieux déjà construits en favorisant le redéveloppement et la densification. Donc, on peut penser à des secteurs de maisons unifamiliales qui pourraient y avoir des constructions en fond de cours, des trucs comme ça. Donc, densification douce dans certains endroits. Ensuite, favoriser l'établissement de pôles de commerce et de services de proximité dans les milieux de vie. Puis finalement, utiliser l'architecture de façon créative et innovante afin de favoriser la bonne insertion et la qualité de projet dans les milieux construits. Ensuite, l'orientation 2, accroître la qualité des milieux de vie en atténuant l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc, évidemment, réduire l'espace dédié à l'automobile sur les terrains, notamment en encourageant l'aménagement de stationnement intérieur et la diminution du nombre de cases de stationnement. Prévoir des infrastructures attrayantes et suffisantes pour encourager les alternatives à l'auto-solo dans les quartiers. Favoriser la conservation des arbres existants, autant dans les nouveaux développements que les projets de redéveloppement. Puis, ça vient un peu avec, là, mais favoriser la plantation d'arbres en quantité significative dans les projets de développement et redéveloppement. Puis, encourager le verdissement des zones minéralisées. Ah. Donc, orientation 3, améliorer la performance énergétique et la durabilité des bâtiments sur le territoire. Donc, encourager l'utilisation de matériaux durables ou récupérés de qualité en prenant en compte le cycle de vie des matériaux. Donc, privilégier le recyclage des bâtiments existants plutôt que leur remplacement par des constructions neuves. Euh, Ça se ressemble un peu, là, mais encourager la déconstruction des bâtiments plutôt que leur démolition. Donc, est-ce qu'il y a la structure, est-ce qu'elle peut être récupérée? Est-ce que la maçonnerie qui a été démantelée peut être réinstallée dans le projet? Donc, réfléchir plutôt, ben, à réutiliser plutôt que de mettre à terre et de recommencer à zéro. Favoriser la réduction de la consommation énergétique des bâtiments. Puis, finalement, concevoir les bâtiments publics d'envergure de façon à en favoriser la versatilité et la facilité de conversion. Donc, advenant que l'usage du bâtiment change, bien, dépendamment comment le bâtiment a été conçu, des fois c'est plus facile, des fois ça ne l'est pas d'intégrer un nouvel usage. Donc, penser plus loin que l'usage actuel. Puis, la dernière orientation, Hem, donc sensibiliser et encourager les intervenants du domaine de la construction ainsi que la population à opter pour de bonnes pratiques en matière d'architecture durable. Donc, on est beaucoup dans la sensibilisation, promotion, encourager, promouvoir et démocratiser l'architecture durable dans le cadre des projets de construction, de rénovation et d'aménagement.
promouvoir une diversité des modes d'habitation afin d'offrir des alternatives à la maison individuelle, puis promouvoir la construction de bâtiments mixtes et privilégier un coefficient d'occupation du sol plus élevé afin d'optimiser l'utilisation de terrain. Donc, c'est des grandes orientations. Des fois, ça peut paraître un peu flou. Donc, on a un plan d'action qui vient accompagner ces orientations-là. Dans chacune des actions, là, il y a la référence à l'orientation. Donc, ça donne un indice. Puis, ça a été divisé là, en deux volets, soit le volet privé, puis ensuite, on a le volet municipal. Donc, d'abord, il y a l'action 1 qui est élaborer un guide des bonnes pratiques en matière d'architecture durable et en faire la promotion. Donc, l'idée, c'est de donner des exemples concrets, des listes de ressources, des alternatives. Ça permettrait aussi de mettre de l'avant les, l'avantage d'investir un peu plus au début, mais qu'il est possible, par exemple, de le regagner là, sur le long terme en misant sur de la qualité. Donc, c'est ça, sensibiliser les citoyens et promoteurs aux gestes simples. Donc, c'est pas nécessairement toujours très complexe de rendre un bâtiment ou des aménagements plus durables. Donc, c'est vraiment un guide pour accompagner. Ensuite, il y aurait l'organisation d'un événement annuel pour mettre en lumière les belles réalisations et les bonnes pratiques en matière d'architecture durable. Donc, une espèce d'happening à chaque année où on pourrait mettre de l'avant là, les bons et les moins bons coups également. On pourrait reconnaître là, les projets de qualité qu'il y aurait eu dans l'année. On pourrait avoir un petit volet là, au niveau conférence, panel pour venir éduquer ou former les différents intervenants qui seraient présents. Puis, ça pourrait être finalement une espèce d'activité de réseautage là, entre les différents professionnels du domaine, puis les citoyens. Action 3, élaborer ou bonifier un programme de subvention destiné aux propriétaires privés afin d'encourager les interventions architecturales durables. Donc, on l'a vu là, dans les consultations, là, la notion de coût et d'incitatif financier était mentionnée. Donc, on a déjà des programmes là, au sein de la ville, mais ce serait de bonifier ou d'en créer d'autres là, qui pourraient s'inspirer de certaines villes ou programmes gouvernementaux qui, euh, qui offrent des subventions. Donc, ce serait pour encourager les propriétaires dans leur démarche, puis qu'il y ait un peu plus de projets durables dans la ville. Ensuite, action 4, bonifier la réglementation d'urbanisme afin d'y ajouter des mesures de durabilité à faible coût pour les constructions et rénovations. Donc là, on serait plus à l'échelle du bâtiment. Donc, on augmenterait les exigences actuelles, puis on aurait encore un peu plus de projets durables. Ensuite, encore une fois, bonifier la réglementation, mais cette fois-ci dans le but d'y ajouter des normes de durabilité pour les aménagements extérieurs, donc au niveau du couvert végétal, l'aménagement de bassins de rétention ou les normes de plantation d'arbres. Donc, ce serait au niveau de cette action-là. Puis, la dernière action pour le volet privé, c'est bonifier la réglementation par rapport à l'obligation de construction de logements adaptables. Donc, il y a déjà des normes à ce niveau-là, mais ce serait de les augmenter, donc pour pouvoir créer plus de logements qui seraient adaptés aux personnes à mobilité réduite. Donc, c'est également là, c'est en lien avec les prévisions démographiques d'ici 2030. Là. Donc, ensuite, volet municipal. La première action serait d'abord d'offrir de la formation aux employés municipaux dans le but de bien renseigner les citoyens ou même les professionnels là, vers les pratiques durables. Donc, s'il y a des programmes de subvention qui viennent avec ça, ben c'est sûr que c'est le fun d'avoir l'accompagnement nécessaire de la part des employés municipaux. Donc, ça permet d'en faire la promotion, puis d'aider, de faciliter là, la démarche auprès des citoyens et développeurs. Ensuite, ensuite mettre en place des aménagements favorisant la mobilité durable dans les bâtiments publics. Donc, on pense là, abris pour vélo couverts, là, en tout cas des abris pour poussettes. Donc, des aménagements qui encouragent les alternatives à l'auto solo. Ça permettrait aussi de
prôner les bonnes pratiques là, au sein de l'organisation municipale. Puis, c'est sûr qu'il y aurait une recherche là, qui serait à faire pour cibler les bâtiments qui accueillent plusieurs, soit autant d'employés ou de citoyens, là, donc des bâtiments publics. Action 3, établir une cible de réduction des GES émis par les bâtiments municipaux. Donc, en se basant sur la consommation actuelle et future de GES du parc immobilier. Donc, ce serait d'établir une cible là, en fonction, sur une certaine durée, en fonction des capacités financières également de la ville. Mais il y aurait plusieurs mesures là, qui pourraient être mises de l'avant suite à l'établissement de cette cible-là. Ensuite, mettre en œuvre une grille de critères à appliquer en matière d'architecture durable pour les projets municipaux de construction neuve, de réaménagement et de rénovation. Donc, c'est sûr que c'est lié à l'action 3, donc qui visait à réduire là, les émissions de GES. Le but de mettre en œuvre une grille comme ça, plusieurs autres villes le font de cette façon-là, mais c'est moins contraignant là, que par rapport à différentes certifications comme les bâtiments, comme les certifications LEED ou BOOMABES ou les autres de ce genre. Donc, ça permet vraiment de s'adapter aux réalités de notre territoire, puis de cibler vraiment les axes d'intervention qui sont prioritaires pour nous autres. Donc, ensuite, il y a l'action 5 qui est pour l'ensemble des bâtiments municipaux et lieux publics, améliorer l'accessibilité universelle, donc autant au niveau des bâtiments à l'intérieur, là, des circulations et tout ça, qu'au niveau des aménagements extérieurs. Donc, c'est prôné par l'exemplarité, toujours en lien avec les prévisions démographiques. Puis, il y aurait probablement là, un portrait à faire là, sur sur les constats actuels, lesquels de nos bâtiments auraient le plus d'interventions à faire en fonction de l'utilisation de la clientèle là, qui occupe les différents bâtiments municipaux. Puis finalement, la dernière action du volet municipal serait de mettre en place des aménagements qui favorisent la plantation d'arbres sur les terrains municipaux. Donc, on pense entre autres là, aux emprises de rue, comme il pouvait être fait là, à l'époque, autant dans les parcs, dans les stationnements municipaux. Donc, ça pourrait, en fait, il y aurait une étude là, à faire pour établir là, quel secteur serait prioritaire. Puis, dans le but toujours de réduire les îlots de chaleur, puis de créer des milieux de vie plus verts et plus attrayants. Merci, Elisabeth. C'est ce qui met fin, dans le fond, à la portion de présentation de la séance de consultation publique de ce soir. On va donc entreprendre la séance d'échange, la période d'échange et de questions. Les gens, donc, à distance, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez lever la main là, en utilisant le petit icône de main à l'écran. Les gens en salle, je vous invite, si jamais vous avez des questions, vous pouvez présenter au micro. Simplement vous identifier et poser vos questions. On me confirme que le micro fonctionne. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Commentaires? C'est sûr qu'il y a des commentaires. Madame, aviez-vous un commentaire, non? Monsieur? Vous êtes plus proche du micro, allez-y. En plus, vous êtes arrivé avant. D'abord, félicitations puis bravo pour tout ce travail. Là. C'est remarquable. Il y a beaucoup de choses. Là. C'est fantastique. C'est sûr que une chose qui m'avait frappée au début de la présentation, c'est qu'on parle de bâtiments. Et je pense que si on regarde vraiment Trois-Rivières à vol d'oiseau, c'est comme un stationnement. Il y a beaucoup de bâtiments, mais il y a énormément d'espace réservé au stationnement, puis aux routes, là, en tout cas. Et je me demandais si on ne devrait pas le mentionner, parce que dans une des premières diapos, on dit, tu sais,
me rappelle plus c'est quoi le libellé, là, mais en tout cas, on parle juste de bâtiment, puis peut-être qu'on devrait dire et le bâtiment et son aménagement ou quelque chose dans le genre, pour tout de tout de suite amener à penser que c'est important aussi. 2e chose, tu sais, on parle beaucoup d'îlots de chaleur, puis effectivement, pour moi, c'est une grande, préoccupation. Mais aussi, tu sais, on dirait qu'on n'a pas mis autant d'emphase sur, le ruissellement des eaux pluviales. Puis, dans les pistes d'action, là, je trouvais ça, je pense que c'est je m'excuse, j'ai pas le vocabulaire, mais 2e piste d'action, là, c'était beaucoup orienté vers ça, là, et heu et je me disais, tu sais, j'avais en tête, de réserver, puis je pense que c'était ça un peu là, dans votre diapo, là, réserver dans le fond, des cases de stationnement pour planter des arbres, puis en même temps, bon, tu sais, réduire les îlots de chaleur. Et puis ça prend des règlements, mais je me demandais si dans vos solutions, dans vos actions, vous entendez inciter, on va dire ça de même, les commerces à faire ça, ou si c'est juste le nouveau bâti, parce qu'on se comprend que on regarde Trois-Rivières, les grands axes, tu sais, moi, je regarde, tu sais, j'ai pas vécu à Trois-Rivières toute ma vie, là, ça fait, mais tu sais, je regarde des Forges, des Récollets, Thibault, en tout cas, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est comme, grosso modo, un gros strip mall avec des îlots de chaleur intenses. Alors, tu sais, si on attend juste de le faire pour les nouveaux bâtiments, ben, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Fait que je me demandais si c'est réaliste ou si c'est dans Parfait. vos visées. Madame, je n'ai pas saisi votre nom. Oh, excusez, je n'ai pas dit. Julie Véraud. Je suis simplement citoyenne dans le secteur Saint-Louis-de-France. Merci, Madame Véraud. Donc, si je saisis bien votre question, c'est de savoir comment on va faire des incitatifs pour les bâtiments actuels et pas juste pour les nouveaux bâtiments. Oui, bien, effectivement que la portée sur le neuf est assez limitée, là. Donc, il faut comprendre qu'au niveau de la réglementation, nous, les normes viennent s'appliquer au moment qu'il y a des travaux majeurs, là, si on veut. Donc, c'est pas juste le neuf, mais quelqu'un qui agrandirait son bâtiment serait également là, assujetti aux nouvelles règles. Donc, au moins, on inclut ceux-là, mais on prend bonne note de votre point qu'il y a effectivement des incitatifs pour les encourager à en faire malgré qu'ils ne soient pas obligés. Là, ben, ce serait très pertinent. Merci pour votre commentaire. Merci, Madame Véraud. Monsieur, j'ai monsieur ici en salle et après, j'ai une intervention à distance. Par avance, ça va peut-être être long, mais je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché après personne. Madame qui m'a Si vous me précédé. permettez, je vais vous demander de relever votre micro pour les gens à la maison pour qu'ils vous entendent bien. Surtout si c'est pour être un peu long. Est-ce que c'est mieux? C'est parfait. Et en plus, madame qui m'a précédé avait un ton très calme et très tranquille, et je l'en remercie beaucoup. C'est archi positif. Et je suis André Bourassa, je suis architecte à la retraite. Je me suis occupé d'architecture pendant une quarantaine d'années, à différents titres, dans différents chapitres, notamment avec des formations que j'ai données pour la SCHL en qualité d'air intérieur à la grandeur du Québec. Et encore plus récemment, des formations avec l'Association des entrepreneurs en maçonnerie, avec l'APCHQ. Bref, assez terrain et chargé de cours à l'Université Laval aussi, à l'École d'architecture, et assez terrain, encore une fois. Et puis, mes premiers mots que je ne voudrais pas oublier de vous dire, c'est un immense merci, puis un immense bravo pour attaquer un sujet comme ça. C'est pas simple. Ça se fait dans... J'en ai la chair de poule en vous le disant. Je suis très, très, très... J'ai beaucoup de gratitude. Ça ne veut pas dire que ça va être parfait, mais si on n'a pas de but du tout, ben on a encore moins de chances de les atteindre si on ne sait pas où on s'en va. Alors,
Vous avez évoqué des milieux de vie, des meilleurs milieux de vie. Comment est-ce qu'on peut être contre ça? Je rajouterais des milieux de vie plus humains, ça c'est vos termes, et j'ajouterais plus pérennes dans l'état où ce qu'est notre planète en ce moment. Est-ce que j'ai besoin de vous faire des dessins pour vous dire qu'on n'a pas d'extension sur la planète comme des extensions latérales sur les VR qu'on va se promener des fois, là? Je trouve que pour moi, cette image-là parle beaucoup. En vous disant tout ça, je vous dis aussi que je ne suis pas habité par une notion de jugement contre qui que ce soit parce que le non-jugement, pour moi, c'est fondamental. Chacun fait ce qu'il peut dans les connaissances qu'il a, avec les budgets qu'il a, avec les contraintes multiples qu'il a. Puis, je pense aux intervenants municipaux. Dans toutes ces décennies, j'ai été aussi conseiller municipal à Mont-Patelin. Alors, c'est une sensibilité que je partage dans un bien plus petit patelin que Trois-Rivières, mais quand même. Et à la présidence de l'Ordre des architectes pendant 4 mandats consécutifs, ça nous fait voir beaucoup de choses. Et encore plus récemment, puis je voudrais reprendre parce qu'on a dans le développement durable, dans la construction durable ou dans l'architecture durable, je me flagelle à chaque fois que j'utilise le terme développement durable parce qu'il faut penser à la non-croissance maintenant. On n'a pas d'extension. J'ai dit, cette expression de développement durable, à son époque, quand ça a été créé, ça avait un sens. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. On peut parler. Et vous avez évoqué la notion de verdissement. Et puis, le verdissement fait souvent partie de nos faux amis en construction durable. Pourquoi? Entre autres, parce que ce n'est pas parce qu'on a caché les voitures en dessous d'un stationnement souterrain que ça rend l'affaire plus durable. Pas du tout. Parce que quand les membranes commencent à flancher, on ne voit pas où ça coule. Puis là, les interventions qu'on a à faire sont extrêmement coûteuses. Et puis, je veux évoquer, parce qu'ici même, sur le stationnement souterrain, il y a eu des infiltrations d'eau vers la salle de spectacle, vers l'hôtel de ville. C'est des choses qu'on voit fréquemment parce que dans notre métier d'architecte, on a eu l'occasion d'avoir affaire à beaucoup de pathologies du bâtiment. Puis j'ai pu, pas juste des projets qu'on a faits, Dieu merci, mais malheureusement, des nombreux projets. Puis plus récemment, je peux en parler puisque ça a fait l'objet d'une présentation à Radio-Canada, un ensemble de condominiums d'une valeur foncière autour de 50 millions qui est en train de pourrir par en haut, pourrir par en bas. C'est épouvantable. C'est dramatique. Sur le plan humain, là, quand c'est ton investissement de 300 000 à 400 000 qu'on te fait dire en assemblée générale spéciale que ton condo, il vaut plus démoli que construit, c'est effrayant. Donc, cacher des autos en dessous des membranes puis de la verdure, c'est un non-sens absolu. Puis j'en parle d'autant plus que dans toutes ces représentations publiques que j'ai faites, puis Dieu sait si j'en ai fait, ça fait quoi? Ça fait qu'après, il y a un gestionnaire d'immeuble qui vient me revoir et qui me dit, Monsieur Bourassa, vous n'avez pas idée à quel point ça coûte cher réparer ces membranes-là. Pourquoi? Je pense à un cas où on a eu à intervenir. Il faut déplacer la terre. Où je la déplace? Le stationnement occupe tout le terrain. Il a fallu louer un terrain ailleurs, déménager la terre sur le terrain, ramener la... Ça n'a aucun bon sens, mais quand je dis aucun bon sens, méfiez-vous des faux amis. Ça, c'en est un. Au niveau du verdissement, tant aussi bien comme de faire grimper de la verdure, de la vigne après des murs, ça peut se faire, mais avec un système de câbles, pas avec des ventouses qui s'attaquent dans la brique puis qui rentrent dans les corniches. Je m'excuse si je suis un peu long, mais encore une fois, ces poncifs-là, au niveau de la construction durable, vous n'avez pas idée à quel point ils sont tenaces. Puis je n'ai pas rêvé, dans votre présentation, fort... en tout cas, moi, j'ai apprécié votre présentation. Encore une fois, ce n'est pas parfait, mais si on ne commence pas quelque part, on n'aboutira à nulle part. Je veux vous remercier. Ce n'est pas pour être flagonneur. C'est une job à faire, puis on sait qu'on va avoir des... Je ne veux pas oublier de parler de votre secteur, M. Anger. Puis encore une fois, c'est positif.
évidemment, j'ai photographié un beau panneau dans l'entrée tantôt de récompense d'architecture 2022. C'était tous des projets de rénovation. Alors, permettez-moi ce petit pitch pour la bonne cause. L'organisme Éco-Bâtiment qui a produit votre rapport de consultation, j'ai eu le plaisir avec eux de rédiger un ouvrage qui s'appelle « La valorisation des bâtiments existants ». Puis dedans, vous avez des arguments pour rénover plutôt que de jeter à terre puis bâtir en neuf. Ça, alors, imaginez si j'étais content de voir dans les consultations qu'Éco-Bâtiment intervenait. J'étais vraiment pays de connaissances. Vous avez, je l'ai dit que c'était pas un, je savais que je serais long, mais en même temps, il y a des affaires positives, puis je tiens à le dire. Vous avez des mots, des faux amis, on en a parlé sur le verdissement. Un autre faux ami, c'est la démesure du vitrage. Les nouveaux bâtiments qui sont des atriums de verre. Je pense au nouvel immeuble de Radio-Canada à Montréal, le nouvel immeuble des sciences de l'Université de Montréal, des immeubles récents qui devraient considérer l'efficacité énergétique dans leur conception même. La clim en milieu résidentiel a multiplié par 4 ces dernières années au Québec. Ce n'est pas pour rien, parce que la démesure du vitrage qu'on voit dans les bâtiments institutionnels, elle est en train de s'installer dans les bâtiments résidentiels. C'est effrayant, c'est épouvantable. Ce qui n'est pas épouvantable, c'est de mettre en avant le mot adaptabilité, comme vous l'avez fait avec beaucoup de raison, avec beaucoup de pertinence. Je reviens sur un autre mot-clé qui est la luminosité. Un bâtiment peut être lumineux sans être vitré du plancher jusqu'au plafond. Dans les mots-clés, à mon sens, qu'il faudrait mettre en avant aussi, c'est la simplicité, la sobriété, la frugalité, appelez ça comme vous voulez. Mais on n'en finit pas dans les nouveaux projets d'architecture, quand il y a des concours d'architecture. J'en ai assez vu, là. J'ai fait partie du jury plus qu'une fois sur bien des sortes de projets. Ce qui est mis en avant, c'est l'esbrouf, c'est le motu vu, c'est la dématérialisation. Puis si l'architecte dit « je veux un atrium de verre », il y aura toujours une firme d'ingénieurs pour dire « ça va être écologique quand même, on va mettre du verre énergétique », qui est le choix de l'architecte habituellement, puis on va mettre de la géothermie. Oui, mais si je suis obligé de mettre 23 puits de géothermie pour climatiser cet atrium-là, ce n'est pas plus brillant. Alors oui, vous allez avoir l'apparence d'un atrium vitré. Oui, vous allez penser que c'est bon parce que vous avez de la luminosité que vous avez évoquée. Avec raison, la luminosité. Mais on est-tu obligé d'en faire autant? Je me permets de dire, à un moment donné, je vais finir, mais... Je vais commencer à vous inciter. Oui, c'est ça. Peut-être je sur la politique. Oui, je réitère, mais c'est parce que l'application, les actions que vous avez parlé, là, vous allez aller nulle part parce que quand il va s'agir de construire un nouveau projet pour la ville de Trois-Rivières, vous allez choisir le plus vitré de la gang. Vous allez choisir celui qui est le plus éthéré, immatériel. Vous allez choisir celui qui a le plus d'esbrouf puis qui a l'air entre guillemets, qui a l'air le plus environnemental, comme a dit un architecte déjà, à mauvais escient, parce qu'on voit les arbres au travers. Ce n'est pas parce qu'on voit les arbres au travers puis qu'on ne voit pas les autos en dessous d'une membrane qui coule qu'on a choisi un bâtiment écologique. Fait que si vous n'êtes pas bien informé de ça, vous allez tomber dans le même piège. Vous allez mettre sur votre jury pour choisir un projet un membre du jury qui connaît le développement durable, puis vous allez en mettre 5 qui sont des tenants du design à tout craint. Le pauvre qui connaît le développement durable, là, il va se faire flabbergaster. Je peux vous le dire, cette caution-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, du tout. Alors, la densité douce que vous avez évoquée, je ne peux pas faire autrement qu'y souscrire. C'était mon projet final en architecture il y a 40 ans. J'étais en avant de la vague un petit peu. Ou, je vous le dis, il faut être en avant de la vague pas rien qu'un peu, parce que rappelons-nous qu'on est toujours le granola de quelqu'un, puis il y a toujours des plus granola que nous autres. Rappelez-vous que quand il sera question des matériaux, là, on a beaucoup de croûte à manger au niveau des matériaux. Puis je ne sais pas, là, j'arrive au sujet de l'eau. Quand on parle,
quand on parle de la gestion de l'eau, puis je suis là-dedans en ce moment. Là, OK? Je suis là-dedans. J'ai fait des téléphones, des contacts, des rencontres. Je suis là-dedans. Quand on est dans la gestion de l'eau, toute entreprise qui voudrait démarrer une entreprise de récupération de l'eau est vouée à l'échec parce que l'eau n'est pas taxée bien, bien cher chez nous. Alors, quel intérêt j'aurais? Ça va prendre des démonstrateurs. Puis, excusez-moi, quand je commence une phrase par il va falloir, il faudrait que, je m'aiguille, vous ne savez pas comment, parce que je vous propose vraiment d'initier au moins 1 ou 2 projets de démonstration où on récupère l'eau. Puis, dans les incitatifs, parce que le programme Habitation durable qui vient de Victoriaville, j'étais le consultant principal pour créer ce programme-là. Victoriaville Habitation durable, c'est vous dire si je le connais un peu. Puis dedans, il est question d'adaptabilité. Dans ce programme-là, il est question aussi d'adaptabilité, de visitabilité et de matériaux biosourcés. Matériaux biosourcés, le colloque à Val-des-Sources, c'est moi qui l'ai initié aussi. Fait que je pense que j'ai assez pelleté dans la vraie matière pour savoir de quoi je parle aujourd'hui, puis j'y tiens tellement à savoir de quoi je parle. Donc, un incitatif pour avoir un ou des projets de démonstration de récupération des eaux, pour ne pas arriver au point où, vous l'avez vu dans les médias, ce n'est pas une confidence que je vous fais, là, à ce qui se passe à Saint-Lin-des-Laurentides, où on a refusé des projets de développement immobilier parce que j'ai parlé et au maire et au directeur général, et le directeur général de me dire ça a pleuré. Il dit, là, on a refusé, effectivement, vous êtes bien informé, on a refusé un projet immobilier, mais il dit, là, on fait de la recherche en eau. J'ai dit, ça va-tu bien? Il me dit, ça va coûter très cher. Puis il dit, ça va être pour fournir de l'eau à du monde qui vont arroser leur asphalte, avec un point d'interrogation. Alors, c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui de s'occuper de cette notion de récupérer l'eau, même si on a, je ne sais pas si Trois-Rivières vous débordez d'eau potable, mais l'eau potable, pour être potable, elle a un coût qui, lui, est de moins en moins potable. Alors, encore une fois, je veux arrêter de parler, mais j'ai encore plein de beaux mots-clés à vous partager. J'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre. Encore une fois, merci infiniment, malgré, puis je m'excuse d'avoir été si long, mais c'est une super bonne job que vous faites. Lâchez pas, il y aura encore des obstacles, mais ce qu'on fait est plus important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bourassa. J'avais une question donc à distance, Mme Saint-Pierre. Oui, allô! Bonjour tout le monde. Puis moi aussi, je vais commencer par des félicitations. C'était une belle politique, un beau plan d'action. Puis Elisabeth, une belle présentation. C'était très bien expliqué. Alors, merci. Moi, j'avais une question assez précise, c'était par rapport à la réglementation. Je me demandais si il y avait comme une volonté de revoir la réglementation pour l'assouplir. Là, j'ai en tête, par exemple, toilette à compost serre en façade de maison. Bien là, c'est des exemples qui me viennent en tête, là, mais il y en a peut-être d'autres, mais c'est par là que je m'en vais dans ma question. Serre, mais j'ai pas compris l'autre mot, désolée. Serre en façade avant, puis quoi? Les toilettes à compost. Toilette à compost. Oui, toilette à compost, on n'est pas rentré dans ce sujet-là, mais ça pourrait être abordé. Puis serre, j'en comprends que c'est dans l'optique d'autosuffisance et tout ça que vous le voyez. Peut-être pas, c'est assez autosuffisant, c'est gros, là. Fournir plus, oui, plus pour bonifier le jardinage, mettons. C'est un bon point. On ne l'avait pas pris en considération, mais on le prend en note. Merci. OK, d'accord. Merci, Mme Saint-Pierre. Oui, madame. Bonjour, je me présente Julie Hubert Baille-Mauricie.
Je m'occupe d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Dans votre présentation, vous avez parlé d'adaptabilité. Dans le fond, le terme, c'est adaptable et je le trouve très grand. Puis je sais que vous voulez venir avec la mobilité réduite qui s'en vient de plus en plus grande dans la ville de Trois-Rivières. Je me demandais si c'était pas possible de préciser le mot adaptable avec une mobilité en prévision de la mobilité réduite, que les bâtiments, tout se fasse en conséquence que tu sais qu'une salle de bain au rez-de-chaussée, qu'il y ait un fond de clouage dans la salle de bain, là, pas besoin de mettre les barres d'appui tout de suite, là, tu sais, c'est juste en prévision que la population vieillit, puis à un moment donné, ils vont en avoir besoin, cette barre-là, comme ça, ils se casseront moins de hanches et dans le fond, c'est mon terme que j'ai vu, là, parce qu'à part ça, là, j'ai trouvé votre présentation superbe. Elle a réellement rejoint mes attentes, autant du niveau vert que je vois bien que vous avez pensé à l'accessibilité, mais je trouvais que le mot adaptable comme le mot accessible, c'est tellement vague que j'aimerais le préciser un petit peu plus pour prévoir la mobilité réduite qui s'en vient de plus en plus grande. Très bon point. Merci. Je vais prendre. Merci, Mme Hubert. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires en salle? Entendu, merci. J'ai Monsieur Bourassa, vous me permettez, avant de vous céder la parole, il y a quelqu'un à la maison qui s'est manifesté, je lui céderai la parole. Oui, bonjour, Madame Anne-Marie, il manque le nom de famille. Vous pouvez ouvrir votre micro. Madame Lavigne. Est-ce que vous êtes en mesure d'ouvrir votre micro, Madame Lavigne? Sinon, vous pouvez poser votre question dans le chat, là, la boîte de discussion plus haut. Ah, OK, bien, vous pouvez poser votre question. Oui, il faut l'activer. Ah, je comprends. C'est bon. Ça doit être une erreur. Je vais faire quelque chose. Si vous essayez maintenant, autoriser le micro. Parfait. Maintenant, essayez-le, Madame Lavigne, voir si ça fonctionne. Ça s'en vient vraiment de mieux en mieux, la distance, mais des fois, on a des petits pépins comme ça. Si vous voulez, Madame Lavigne, vous pouvez, oui, merci, écrire votre question. Donc, parfait. Donc, Madame Lavigne va écrire sa question, puis Monsieur Bourassa, donc, vous pouvez prendre ce temps d'antenne pour terminer votre pensée. C'est super gentil, merci beaucoup. Récemment, au Salon des technologies vertes à Montréal, j'ai pu amener un sujet qui était dans le contexte de l'autosuffisance et de la résilience des bâtiments. J'ai parlé de l'idée, quand on a des nouveaux édifices à logement, d'en profiter pour construire dessus des serres. Ça ne veut pas dire que les serres sont opérées par les occupants, mais si au gouvernement, on était capable d'avoir une société nationale pour vendre de l'alcool, une autre société nationale pour vendre du cannabis, on est bien capable de créer une société d'aide. On a eu la SOCIP pour les plus vieux qui se rappellent des organismes d'État. On serait bien capable d'avoir une société d'aide pour la culture en serre parce que c'est un double, c'est gagnant-gagnant. La température plus élevée sur la serre fait qu'on a moins de perte de chaleur dans notre édifice, puis que de cette façon-là, au niveau des membranes, on n'a pas le problème que j'ai évoqué tantôt. Ça, c'est un premier point qui peut se faire. Ce que vous avez évoqué pour les fonds de clouage, ça ne coûte pas des fortunes. C'est vraiment, il faut y penser, il faut le définir. Malheureusement, je dois terminer avec une anecdote que j'ai pu partager dans une des consultations précédentes et on m'a demandé bien candidement, est-ce que c'était à Trois-Rivières? Et j'ai menti. J'ai dit non, c'est pas à Trois-Rivières. Ça me mettait trop mal à l'aise de dire que c'était à Trois-Rivières. C'est un petit projet résidentiel duquel on n'est pas venu à bout. Le service des permis, puis les architectes du service des permis, tout le monde voulait bien faire. On était dans un secteur hyper déstructuré. On avait une ruine en bois sur place et avant de la démolir, il fallait faire accepter un nouveau projet. On en est
Jeanne est venue à bout. Moi, je suis tombé malade dans l'entrefaite. Puis les gens qui ont pris la relève au bureau n'en sont pas venus à bout non plus. Alors, il a fallu se retirer du projet. Je ne sais pas comment ça finit, mais à bien vouloir faire une construction unifamiliale, on ne pouvait pas prétendre à restructurer un secteur aussi déstructuré que où ce qu'on était sur Sainte-Marguerite, loin dans l'ouest. C'était n'importe quoi comme environnement urbain. Et là, ce qu'on demandait à nos clients, c'était mission impossible. Et des exemples comme ça, où le mieux est l'ennemi du bien, là, j'en ai vu dans ma carrière plus qu'une fois. Alors, soyez attentifs à ça. Soyez vigilants sur ces points-là, parce que je ne sais pas si le projet a eu lieu finalement et comment il s'est fait, mais c'est hyper démoralisant pour qui que ce soit. Puis, je n'avais pas là un cas à problème. Je n'avais pas des gens qui voulaient mal faire. J'avais des clients en or, mais on n'en est pas venu à bout quand même. Alors, faites attention à ça dans l'application, dans les plans d'action, et puis misez sur l'exemplarité. Ça vaut la peine. Et puis, c'était le dernier point que je voulais vous partager. Merci encore, puis il ne faut pas lâcher. Merci, M. Bourassa. J'ai la question de Mme Lavigne dans le chat ici. C'est au niveau des échéanciers. Elle se demande finalement c'est quoi l'échéancier pour la mise en œuvre du plan d'action, plus particulièrement pour la mise en œuvre éventuelle de programmes incitatifs. Et en question secondaire, de savoir si ces programmes incitatifs-là seraient aussi accessibles, par exemple, pour des organismes à but non lucratif. Le plan d'action est établi sur une durée de 0,5 ans, mais c'est certain que le programme de subvention, en tout cas d'incitatif financier, là, risque d'être dans les premières actions à être mises en place. Là. On baigne directement dans ce domaine-là. Donc, ça va être je ne veux pas m'avancer trop vite, là, mais d'ici 1 à 2 ans, là, je pense qu'on va avoir un programme en marche, là, sous toute réserve. C'est l'objectif, du moins. Puis, est-ce qu'il serait ouvert aux organismes? C'est pas encore déterminé, là. Ça va être dans les modalités. Il faut voir aussi le niveau légal et tout, là, mais les organismes là, ont également accès à ce genre de subventions-là. Donc, ça ne devrait pas être un problème. Donc, merci pour votre question, Mme Lavigne. J'espère que la réponse vous a éclairé. Sachant, puis je permets de rappeler ce qu'on a dit en début, hein, on est vraiment à une période de consultation publique. Donc, il n'y a pas de décision qui a été prise à l'égard de la politique. Présentement, ce n'est pas une politique qui est adoptée. Le plan d'action ne l'est pas non plus. Fait que c'est sûr qu'au niveau des échéanciers, ça reste à définir. Puis c'est pour ça aussi qu'on voulait vous rencontrer avant qu'il y ait une décision qui soit prise. C'est justement pour entendre vos commentaires et pouvoir bonifier le projet également. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, madame. Oui, vous avez une question. Je vous invite à venir au micro. Relative question. Une félicitation pour votre nom, madame. Diane Cousineau, résidente du quartier Saint-Philippe, dans Sainte-Marguerite, dans la véranderie. Oui, l'événement annuel, je trouve que c'est une très bonne idée, justement, au lieu. Parce que, tu sais, on sait qu'à chaque année, on voit les rénovations qui ont été faites, mais ça serait une bonne façon d'éduquer les gens. Là, moi, c'est pas une critique, là, c'est une expérience vécue dernière. Je suis bien d'accord avec la densification des milieux. Et je me suis rendu compte que quand je fais face à un projet qui est sur la rue Saint-Roch, je ne sais pas si vous le placez, là, où il va y avoir une construction de plusieurs logements et j'en comprends que les 4 ou 5 boomtowns qui sont sur le bord de la rue vont être démolis. Tu sais, sur le coup, je me disais, hein? Tu sais, ça m'a fait. Je vous dis ça dans le sens qu'il va y avoir des résistances probablement à de la démolition pour construire, surtout dans les vieux quartiers. Il va y avoir des déplacements de population. Parce que, tu sais, on vit dans des quartiers qui sont plus. Des loyers plus. Voyons, moins chers. Fait que c'était juste ça. Comme je dis, j'ai été comme confrontée à. Je suis d'accord,
avec la densification, mais regardons, ça dérange ma, ça dérange ma petite fille, là, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous prévoyez ça. Ouais. Il y a ça. Mais il y avait aussi, on dirait que cette fois-là, c'est parce que ce qui m'a dérangé, c'est que les 4 boomtowns, là, sont tout en l'une à côté de l'autre, ben 4 ou 2, en tout cas. Ils étaient déjà rénovés. Il y avait déjà. Fait que, tu sais, c'est comme, ben là, est-ce que les gens vont arrêter de rénover leur maison en se disant que de toute façon, ils vont se faire démolir? Mais comme je dis, c'est pas une critique, c'est juste une réflexion que je vous fais, là, comme je dis, j'ai été confrontée à mes propres contradictions. Ah, ben, merci pour c'est vrai que ça. Oui, merci. Puis on est sensible à cet enjeu-là aussi. Là. On est comme tout déchiré entre la densification, puis le patrimoine, les gens qui habitent des bâtiments, mais on prend votre commentaire. Là, C'est mon conseiller municipal qui m'a fait penser à ça, de savoir que, bon, un quartier comme Saint-Philippe, il y a des grands terrains à l'arrière. Mais moi, je voyais ça comme une richesse dans le sens, moi, quelqu'un veut s'acheter une maison dans Saint-Philippe, puis il pourrait vivre un petit peu comme en banlieue. Mais là, ça me confronte à dire, ben non, ça va être peut-être différent. Merci, Mme Cousineau. Mme Béraud? Ben, je me pose la question si dans votre plan d'action, vous ne devriez pas mettre quelque chose par rapport à la coordination avec d'autres aspects, d'autres plans d'action. Tu sais, là, je pense, par exemple, à l'étalement urbain. Je pense, tu sais, tu sais, comme Madame parle de densification, ben, tu sais, la densification, si on peut transformer des espaces de stationnement en bâti, parce que là, on a du transport collectif actif, puis qu'on est à proximité de, de, de- de commerce, d'écoles, etc., ben, là, on vient en récupérer des terrains. Fait que, tu sais, il me semble que peut-être on devrait l'inscrire que il faut que ça se fasse en coordination avec le reste des actions de la ville, que ce soit cohérent finalement. C'est commentaire additionnel. Merci. Je ne sais pas si tu avais un commentaire sur ça, Isabelle. Mais oui, effectivement, là, c'est tellement large qu'on ne peut pas toucher un sans vouloir toutes les agripper ensemble, là, si on veut. Fait que oui, assurément là, qu'on tentera de le lier aux autres politiques et documents de planification de la ville. Oui. Je ne sais pas comment sont les. Je me permets d'enchaîner sur ce sujet qui est hyper pertinent. On parlait de. Vous avez évoqué la question de densification, puis on peut mettre en parallèle densification dans ce que vous avez évoqué, je pense, avec gentrification. C'est ça. Puis là, on va arriver à l'accessibilité du logement. Je ne me trompe pas trop là, dans l'enchaînement des sujets, puis c'est bien normal. Je ne sais pas ce qui sont les taux de vacances ici à Trois-Rivières, mais en tout cas, dans le centre du Québec, là, c'est dramatiquement bas, là, les taux de vacances. Tant et si bien qu'à Drummondville, ils ont créé un organisme que vous connaissez peut-être, qui est Innov Habitat, pour procurer davantage de logements accessibles. Et Victoriaville prend le même modèle, puis j'ai le plaisir d'être sur le conseil d'administration de Innov Habitat Victoriaville. Alors, c'est pas pour réinventer la roue, mais c'est pour rendre, puis là, on pourrait arriver dans votre document de écohabitation, dans votre rapport de consultation, ils finissent, je dis il, je ne sais pas combien qui était de rédacteurs, là, mais en évoquant un document du gouvernement du Québec, une politique d'architecture que je vous invite vraiment à aller voir. C'est super intéressant. Les 4 pages résumées sont extraordinaires. Et puis dedans, on dit les conditions d'un bon projet, c'est quoi? Puis là, on parle de la définition des besoins. Puis je reviens au logement abordable. Je pensais que j'avais perdu mon sujet, hein, mais non. Je
je suis encore en ligne sur le logement abordable. Dans la définition des besoins du logement abordable, on peut agir de deux façons. On peut subventionner le locataire pour que le logement devienne accessible par rapport à son revenu. C'est correct. Mais on peut aussi essayer de construire des logements qui coûtent moins cher. Moi, c'est ça qui me plaît le plus, d'essayer d'optimiser la construction malgré toutes les lois, les règlements, les normes, de voir comment on peut construire. Je voyais encore, j'ai fait souvent des jurys de condos, des jurys de bâtiments, de toutes sortes. Puis dans des unités, des fois, qui sont extrêmement dispendieuses, mais au lieu d'avoir un balcon, on a un garde-corps sur la porte patio. Je ne vous dis pas que c'est parfait, mais quand j'entends, je ne sais pas si les informations que j'ai vues sont bonnes, mais quand j'entends 750 000 $ la porte, jusqu'à 1 million la porte pour les résidences des aînés, bien, je me dis, à quelque part, moi, avec 1 million, j'en ferais bien plus qu'une porte, ça, je peux vous le dire. Puis ça vaut la peine de travailler là-dessus. Fait que je reviens à la politique d'architecture du gouvernement du Québec. L'item numéro 1, c'est la pertinence, la bonne définition des besoins dans quelques projets que vous ferez. Je ne vous déclinerai pas les 5, 6 autres critères pour un bon projet, mais juste ça, ça vaut la peine. Prenez le temps d'aller voir ces 4 pages résumées, sont extraordinairement claires et limpides. Et puis, dans le devoir d'exemplarité, ça va être utile pour, je pense, toutes les villes au Québec, mais pas en j'ai même entendu 1,6 million la porte pour les maisons des aînés. Je ne peux pas croire. Merci, M. Bourassa. Il y a Mme Lavigne qui, juste par rapport au projet là, au projet d'incitatif financier, au programme, là, elle insistait sur le volet accompagnement. Votre commentaire est dans le chat. Là, nos intervenants vont pouvoir en prendre connaissance. Là. Mais donc, l'importance d'avoir un accompagnement pour les promoteurs de projets, donc qui était mentionné. J'ai Marianne, je n'ai pas de nom de famille, qui a la main levée. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Désolé, on vous entend de très, très loin. C'est comme si votre micro ne fonctionnait pas. Là. Il est bien activé, mais le son, on dirait que la prise de son ne marche pas décidément ce soir. Oh, c'est le Festival des crimes techniques. Est-ce que vous m'entendez un peu mieux? Oui. En tout cas, bon, ce que je disais, c'est que j'ai manqué une très grande partie de la soirée, mais je voulais vous remercier d'être dans une démarche de consultation comme ça. C'est vraiment apprécié. Je vais me risquer à mentionner 2 éléments qui ont peut-être été mentionnés pendant que je n'étais pas à l'écoute. Donc, pardon s'il y a de la répétition, mais je me demandais s'il y a été question des modifications pour, au niveau juridique ou l'encadrement, en fait, là, des normes pour des logements comme les mini-maisons, par exemple. Est-ce que ça, vous en avez parlé? Ben, pas précisément les mini-maisons. Ou les logements bigénérationnels, ou en fait, tout ce qui est cohabitat, là, dans le fond. Oui, effectivement, là, qu'il y a la question d'alternatives autres là, à la maison individuelle isolée, là, classique, a été abordée. C'est une sous-observation, si on veut. Donc, avec ça, là, va découler peut-être un assouplissement là, de la réglementation pour différentes typologies autres là, qui pourraient être plus adaptées aux enjeux actuels. Là. OK. Bon, d'accord. Merci. Et l'autre point, ben, c'est une remarque que je me passe régulièrement quand je me balade dans Trois-Rivières. C'est la quantité de stationnement, puis ça aussi, peut-être que vous en avez parlé, le stationnement des commerces, en fait, qui est vraiment astronomique et astronomiquement pas utilisé, en fait, pour la superficie que ça prend au niveau du bitume. Fait que, je suis désolée si ça a été déjà mentionné là aussi, mais je voulais juste pas prendre la chance que ce ne soit pas dit à cette étape-ci de la consultation. Non, c'est parfait, mais effectivement, ça a été mentionné par Mme Béraud. OK, parfait. Je ralentis plus le groupe. Merci. Ça confirme la sensibilité de ce point-là, donc c'est bien bon. Okay. C'est pour votre intervention, madame. Je ne sais pas si j'avais des derniers commentaires, soit à la maison, en salle. Oui, Mme Béraud, vous pouvez.
C'est tellement passionnant tout ça. Je me demandais si dans votre analyse, on parle de vieillissement de la population. On sait que Trois-Rivières, hein, tu sais, on l'a dit là, dans votre présentation, des années 60 à 2000, on va dire ça comme ça, ben, jusqu'à maintenant, c'est la maison unifamiliale, hein, énormément. 30 des gens habitent seuls. Des maisons trop grandes pour leurs besoins, on s'entend. Mais ce vieillissement de la population, là, on parle beaucoup de services à domicile, les soins à domicile et tout ça, mais en tout cas, il me semble que ça a comme une limite. Là. Les premiers baby boomers ont 76 ans. Euh, c'est, c'est quoi l'analyse que vous faites du parc, on va dire, domiciliaire de Trois-Rivières? Tu sais, si on a une population qui est très vieille, dans 10 ans, 15 ans, toutes ces maisons, des bungalows des années 60 qui ont besoin de rénovation, il n'y a pas de renouvellement de population. Les gens vont être trop vieux pour ces habitations-là. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je veux dire, je pose la question dans le sens, est-ce que, il y a des analyses à ce point de vue-là qui ont été faites? Puis, tu sais, là, on est dans un marché immobilier complètement fou, là, mais puis on a l'impression que ça va être comme ça pour tout le temps. Mais moi, je me souviens, je suis assez vieille pour ça, des années 90 avec un taux de natalité plus important, puis le même taux d'immigration qu'on a là, puis on avait des taux d'inoccupation très, très élevés. Hein, on ne sait pas comment ça se fait, mais des fois, à cause de toutes sortes de facteurs économiques, mais avec le vieillissement de la population, il me semble qu'à un moment donné, moi, j'avais déjà vu ça. J'ai étudié en administration, puis ça fait très longtemps qu'on parle des impacts du vieillissement de la population. Puis un des aspects qu'on disait, ben, c'était ça, c'était qu'à un moment donné, les gens qui ont des bungalows des années 60-70 vont avoir du mal à les écouler parce que, bon, ben, il n'y aura pas le renouvellement de la population pour. Puis nous, à Trois-Rivières, on semble vouloir, ben, comme à l'instar de plusieurs municipalités au Québec, toujours construire du neuf, du neuf, du neuf, du neuf. Puis, tu sais, ça rejoint un petit peu le commentaire en tout cas, de différentes personnes sur des domiciles alternatifs, aussi la proximité des commerces, parce que quand on vieillit, peut-être on a moins de mobilité, etc. Mais en tout cas, je me demandais ce parc immobilier-là, je l'appelle comme ça, là, c'est des maisons privées, là, mais je veux dire, est-ce que c'est pris en compte dans le développement? Ben, je passerais peut-être la parole à Robert qui a travaillé sur la politique d'habitation, puis ça a été pris en compte de mémoire là, dans ce volet-là. Mais effectivement, tantôt, on parlait de différents outils qui existent à la ville. Donc, on a le plan d'urbanisme, un schéma. On a nouvellement une politique d'habitation qui a été lancée la semaine dernière qui prend compte de façon plus précise les problématiques en habitation auxquelles vous faites référence. Donc, c'est sûr, dans le présent exercice de la politique d'architecture durable, qui est un exercice un peu plus large sur le bâtiment, son implantation, etc. Bon, il y a deux enjeux différents, là. Mais par rapport au quartier que vous faites référence, parce qu'on veut quand même que ce soit des milieux de vie intéressants, qui soient périns, effectivement. On se pose effectivement la question comment ils évolueront ces quartiers-là, parce qu'ils sont quand même bien situés près des services. Est-ce qu'ils sont rénovés, densifiés tant soit peu par des unités d'habitation accessoires dans un premier temps? Après ça, est-ce qu'ils seront un peu plus densifiés d'une façon plus importante pour faire accueillir des populations différentes? Mais je pense que l'avenir nous le dira un petit peu là, dans les prochaines années parce qu'on a une veille là-dessus sur ces quartiers-là qui sont quand même intéressants, qui peuvent favoriser aussi l'accès à la propriété des gens. On a l'exemple de le Bas du Cap, qu'on a un programme d'accès à la propriété qui fonctionne très bien, qui permet justement des nouvelles populations de se procurer une propriété, mais peut-être que c'est même d'autres quartiers dans la ville pourront transiter vers d'autres choses, d'autres fonctions, puis être plus polyvalents, une mixité de population aussi. Donc,
c'est des quartiers intéressants qui ont des enjeux au niveau du vieillissement aussi, qu'est-ce que vous avez fait référence, mais je pense que ça fait partie de toute cette grande équation-là, multifactorielle, autant architecturale que sociale, si on peut dire, socio-économique. Donc, c'est à peu près ça que je peux vous répondre, là, mais on en prend en compte à travers tous nos outils, là, donc politique d'habitation, politique d'architecture durable, puis plan d'urbanisme aussi, qu'il y a plusieurs liens à faire entre tous ces outils-là. Qui répond peut-être à votre commentaire de la coordination des différents plans Exactement. tout à l'heure, là. Puis, tu sais, j'ai eu l'occasion de travailler sur le volet consultation publique entourant la politique. Puis, c'est ça que j'ai pris le temps, je cherchais pendant que Robert parlait là, pour être sûr que. Mais il y a sur le site Internet, dans la section là, entourant les consultations publiques, vous allez trouver un sommaire de l'étude de marché qui avait été faite dans le cadre de l'élaboration de la politique. Puis, ces questions-là, quand même, tu sais, à savoir c'est quoi les besoins pour différents types de logements ont été étudiés dans le cadre de cette étude de marché-là. Si ça vous intéresse, la documentation est également en ligne. Puis, il y a un engagement à l'égard des unités là, dans la politique, unités d'habitation accessoires, qui fait référence, peut-être pas mini-maison, là, mais donc qui est pour cette densification douce. Puis je pense qu'Elisabeth en a parlé, là, des constructions en arrière-cour. Donc, c'est également des éléments qui sont prévus dans la politique, là. C'est ce qui. À moins que j'ai une autre question à distance, je ne pense pas. C'est ce qui mettrait un terme, dans le fond, à notre séance de consultation publique de ce soir. Je vous remercie pour votre participation à tous et à toutes. Bien sûr, si vous voulez communiquer avec nous pour poser davantage de questions, vous avez des commentaires, vous pouvez toujours vous informer avec le 311. C'est la meilleure façon vraiment de s'informer sur un dossier municipal. Ça vous permet d'avoir un numéro de requête, ça permet de faire des suivis sur les demandes. Nous, on les reçoit directement dans la bonne boîte courriel également pour faire les suivis. Par ailleurs, je rappelle qu'il est toujours temps, donc jusqu'au 14, de déposer un mémoire sur le projet de politique. Donc, si jamais vous voulez faire valoir votre opinion, vous pouvez le faire jusqu'au 14 juin en envoyant votre mémoire par courriel donc au 31av3r.net. Sinon, on vous remercie encore pour votre participation. Ça a été fort agréable de passer la soirée avec vous. On vous souhaite une bonne fin de soirée à tous et à toutes. Merci. Au revoir.